Depuis quelques jours, la situation en RDC est de plus en plus dramatique. Les forces du M23 avancent de plus en plus vers Goma, terrorisant la population. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter à travers l'histoire les péripéties qu'a connues ce pays. Après la conférence de Berlin, le roi des Belges Léopold II fait du Congo sa propriété privée. Le Congo est une région très riche en Afrique. C'est en partie ce qui va pousser le roi des Belges à s'accaparer du Congo. C'est à ce moment-là que vont commencer sur les populations locales des confiscations de territoires, des travaux forcés pour récolter un maximum de caoutchouc. Au total, 10 millions de personnes vont mourir. Dans les années 50, un vent de décolonisation va souffler dans le monde. Le Congo ne fera pas exception et des leaders indépendantistes vont faire leur apparition, tels que Patrice Lumumba. La population congolaise demande son indépendance. C'est à ce moment-là que plusieurs émeutes vont avoir lieu. Le gouvernement belge est obligé d'accorder l'indépendance s'il veut éviter une guerre civile. Le 30 juin 1960, le Congo obtient son indépendance. C'est en effet après plus de 75 ans de colonisation belge que la République démocratique du Congo est proclamée. La colonisation belge laisse un immense désordre. Quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance, la jeune République congolaise va vivre une situation de chaos sans précédent. La région du Katanga fait sécession. Le nouveau gouvernement congolais est renversé 3 mois après l'indépendance par le colonel Joseph Mobutu Sese Seko Wazabanga, qui prendra le pouvoir par un coup d'État soutenu par les Belges et les États-Unis qui convoitaient les ressources minières de la région. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est arrêté puis livré avec le soutien de la CIA et des Belges à une milice du Katanga qui le tuera et le découpera et le plongera dans l'acide. En 1965, Mobutu prend donc la tête de l'État congolais. Il instaure une dictature pendant plus de 31 ans, 3 décennies, avec le soutien des puissances occidentales et surtout des États-Unis. Pour comprendre la guerre au Congo, il faut remonter aux sources avec le génocide rwandais. À l'origine, les Tutsis et les Hutus constituaient un seul et même peuple. C'est la colonisation et les Belges qui feront des Tutsis et des Hutus deux groupes ethniques différents. Ils divisent pour mieux régner. Les colons privilégient les Tutsis qu'ils jugent intelligents et supérieurs au détriment des Hutus. Lorsque les Belges se retireront du Rwanda en 1962, le pouvoir passe aux mains des Hutus qui sont majoritaires dans le pays. Les Tutsis, autrefois privilégiés, deviennent la cible de discrimination puis d'un génocide en 1994. En 1997, le génocide rwandais prend fin avec l'arrivée des Tutsis au pouvoir. Les génocidaires Hutus se réfugient alors au Zaïre de Mobutu et exportent le chaos au Zaïre. Les génocidaires Hutus organisent des attaques contre le Rwanda de Paul Kagame. Le Zaïre est donc entraîné dans un conflit qui ne le concerne pas directement. Le régime de Mobutu, déjà fragilisé par la guerre et la corruption, ne résiste pas très longtemps. Mobutu est accusé de soutenir les génocidaires Hutus. Mobutu sera renversé en mai 1997 par Laurent Désiré Kabila par un coup d'État par ailleurs soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. C'est à ce moment-là que la première guerre du Congo est déclarée. Avant de partir, Mobutu dira « Quand je partirai, ça sera le déluge ». Mobutu n'avait pas tort. Kabila tournera ensuite le dos à ses anciens alliés. Il dira la phrase célèbre « Il ne faut jamais trahir le Congo ». Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Kabila demande aux forces rwandaises et ougandaises de quitter le territoire congolais. Le Rwanda et l'Ouganda financent donc des armes à des milices pour renverser Kabila. La capitale du Congo est sur le point de tomber, mais une intervention militaire de l'Angola et du Zimbabwe renverse la situation. C'est le début de la seconde guerre du Congo. 7 pays frontaliers du Congo sont directement concernés. La population civile est victime de toutes sortes de déplacements et d'atrocités. Cette guerre fera au total plus de 4 millions de morts. En 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils Joseph Kabila prendra sa succession. La deuxième guerre du Congo prend fin en 2003. Mais pourquoi ces puissances ne veulent pas quitter le Congo? Situé en Afrique centrale, la République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique avec 2,3 millions de kilomètres carrés. Sa déstabilisation entraînera inexorablement un embrasement régional. Nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest.
C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Très riche en matières premières, la RDC comprend à elle seule 60% des réserves mondiales de cobalt, 80% des réserves de coltan qui sont concentrées dans la région des Grands Lacs. Tous ces minerais sont essentiels dans la fabrication de nos téléphones portables et de nos appareils électroniques. La RDC possède aussi des réserves d'uranium, de plomb, d'or et de pétrole. Toutes ces ressources ne profitent pas à la population congolaise. 62% de la population vit avec 2,15 $ par jour. Le PIB par habitant est de 653. Comment cela est possible avec autant de ressources présentes sur le territoire? Les enfants travaillent dur dans les mines pour extraire tous ces minerais. Toutes ces ressources sont enviées par les autres pays aux alentours qui soutiennent des groupes armés, notamment le M23. Depuis des années donc, l'Est de la RDC est victime de déplacements, de violences, de tueries. Les femmes, plus de 6,9 millions de personnes ont été déplacées de camp en camp. 1 million de personnes sont mortes avec la complicité notable du Rwanda de Paul Kagame qui vole et agresse la RDC. Tout le monde sait que la guerre du Congo est une guerre économique, bien entendu, à d'autres ambitions rwandaises derrière, mais il y a d'abord l'aspect économique de la guerre, c'est l'exploitation des ressources naturelles congolaises qui est au cœur de cette guerre. Le Rwanda veut sa part du gâteau, les pays occidentaux qui ont besoin de ces minerais critiques, surtout dans cet environnement géopolitique mondial surchargé, et dans un monde qui est de plus en plus éclaté, les Occidentaux ont besoin de ces ressources. Le Rwanda devient, à ce moment-là, le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique. Toutes ces ressources sont ensuite revendues à de grandes multinationales occidentales et internationales. Le Rwanda exporte donc des ressources qu'elle n'a pas sur son sol. Le Rwanda est le premier exportateur de coltan au monde alors qu'elle n'en possède pas sur son territoire. Trouvez l'erreur. Malgré le déploiement de forces de maintien de la paix composées de plus de 17 000 hommes, la situation se dégrade de plus en plus. Que fait l'Union africaine? Que fait l'État congolais? Que fait la communauté internationale? Il faut que l'État congolais prenne ses responsabilités et s'unisse pour lutter contre la corruption et former ses armées et les équipes davantage pour lutter contre ces groupes armés. La communauté internationale, elle, doit arrêter de faire la politique de l'autruche et doit sanctionner davantage le Rwanda. Car dans cette histoire, tout le monde a les mains sales.